Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, chapitre 6. Vous allez voir, c'est pas le pire de la session. Après tout ce qu'on a fait, vous allez voir que ça va faire du bien. Un petit peu de révision secondaire. Donc oui, pas des tonnes de choses de nouveau par rapport à tout ça. Donc profitez-en, c'est sans aucun doute le chapitre le plus facile de la session. Ça veut pas dire qu'il faut pas le pratiquer. Vous allez voir, il y a des petits trucs quand même qu'il faut démêler, mais quand même, c'est des choses bien connues dans l'ensemble. Donc, juste pour introduire un peu le chapitre, garde en tête que ce qu'on fait depuis le début de la session, c'est de la statique, c'est-à-dire des charges immobiles, c'est-à-dire qu'on a toujours mis des charges à un certain endroit, on a regardé c'est quoi les champs, les forces sur ces charges-là. Mais jamais on a fait de déplacement réel de charge. Donc là, on commence ça, c'est-à-dire le courant électrique. Donc le courant électrique, c'est un déplacement net de charge, c'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre de charges qui vont se déplacer dans un sens. Il faut garder en tête que les électrons sont pas du tout immobiles autour des atomes. Donc il y a quand même des mouvements de charge tout le temps. Je fais tout le temps l'exemple du lac. Là, c'est comme la différence entre un lac et une rivière. Dans une rivière, on voit qu'il y a un courant qui se déplace dans une certaine direction. C'est facile à voir, tandis que dans un lac, c'est plutôt de l'eau qui est, disons, stagnante. Là. Donc, il y a toujours à peu près la même eau dans le même lac. Ça ne veut pas dire que si tu te baignes aujourd'hui, tu vas toucher exactement les mêmes molécules d'eau que tu vas y toucher dans une semaine. Donc, le lac se brasse un petit peu tranquillement. Donc, il y a des courants qui sont un peu négligeables. Mais il y a autant d'eau qui se déplace vers la gauche, vers la droite. Donc, il n'y a pas de trou qui se forme dans le lac. Mais l'eau se déplace quand même dans le lac, mais il n'y a pas de déplacement net d'eau. C'est un petit peu la même chose pour nos charges électriques. Donc, nous, on va vouloir avoir un déplacement net de charge, donc quelque chose de global qui se déplace dans un sens ou dans l'autre. C'est là qu'on va avoir un courant électrique. Donc, c'est pour ça que j'ai bien souligné net. Ce qu'on fait depuis le début de la session, comme je disais, c'est ça, l'électrostatique. Nous, on tombe dans le domaine des courants électriques à partir de ce chapitre-là. Donc, les choses qu'on a faites au laboratoire, donc les choses que vous connaissez bien, là, des courants I. Mais qu'on va vraiment appliquer. Regardez comment calculer un petit peu plus aujourd'hui. Gardez en tête que le déplacement de charge, c'est uniquement les électrons. Là, c'est plate quand même parce que historiquement, on ne savait pas que les électrons existaient. Donc, on a fait le courant électrique comme si c'était un déplacement de charge positif. Donc, toutes les conventions, vous allez voir, de déplacement de charge, elles sont un peu erronées, là, les directions de courant et tout ça. Là. La direction du courant électrique, en réalité, dans le sens inverse du déplacement réel des électrons. Comme je disais, c'est simplement dû au fait que les courants électriques ont été découverts à la Renaissance, là, dans les années 1600 quelque chose, tandis que la découverte d'électrons, c'est 1828, je me rappelle bien, là, par M. Thomson, donc aux États-Unis, tandis que l'autre s'est fait en Italie en Renaissance, là, les États-Unis n'existaient même pas encore. C'est 200 ans environ entre les deux, donc on a eu 200 ans à se faire croire que c'est un mouvement de charge positive parce qu'on savait pas en réalité, là, on savait pas si c'était une charge positive ou une charge négative, on savait juste qu'on pouvait mesurer des courants avec différentes façons, donc avec le galvanomètre par exemple, mais on savait pas que c'était un mouvement de charge négatif, donc on savait vraiment pas que l'électron existait, donc à ce moment-là on a décidé que c'était positif parce qu'on savait pas quoi faire. Puis on a gardé malheureusement cette convention-là, donc c'est vraiment quand on regarde une pile comme ça, là, euh, la bande positive ici, si tu t'imagines qu'il y a des charges positives à cause de la bande positive, donc il y a une réaction chimique là, de plomb avec oxyde de plomb avec de l'acide sulfurique ici, ce qui crée un mouvement d'électrons à l'intérieur de la pile. Donc notre pompe à charge, c'est vraiment ça, cette réaction chimique-là qui va pomper des charges d'un côté à l'autre. Donc ça va amener des charges positives ici, des charges négatives là. Euh, donc, si on s'imagine que c'est des charges positives, bon, ça va être repoussé par cette borne-là et attiré par la borne négative. Donc, le courant est vraiment dans ce sens-là. Mais en réalité, les électrons qu'on sait maintenant aujourd'hui, qui sont des charges négatives, eux se déplacent en se faisant attirer par la borne positive et se faisant repousser par la borne négative, comme ce sont eux-mêmes des charges négatives. Donc, faites attention, le mouvement réel des charges et le sens du courant est en direction opposée. Est-ce que ça a une grosse importance pour nous? Pas vraiment. Nous, on va regarder les courants, donc on va regarder vraiment les sens de courant. Puis les sens de courant sont définis comme les sens de courant si c'était des charges positives. C'est pas vrai, je sais, mais c'est quand même ça qu'on va utiliser. Donc le courant va toujours du plus vers le moins. Si on n'a pas de pile ou si on n'a pas un circuit fermé, il n'y a absolument rien qui peut se passer. Il faut absolument que le circuit soit fermé. Donc on met une ouverture dans le circuit, donc on brise le circuit, on met un trou.
il n'y a plus rien qui se passe. Donc, c'est pas les électrons qui vont se rendre jusque-là. Non, pas du tout. Il n'y a absolument rien qui se passe. Donc, il faut absolument un retour pour que le courant se produise. Vous l'avez vu au labo, dès que vous avez un fil qui est mal branché, il n'y a plus rien qui fonctionne. Ça va fonctionner partout ailleurs, sauf dans ce fil-là. Là. C'est vraiment que tout soit bien branché. Sinon, ça ne circule pas. Donc, vous avez un petit peu le schéma de ce que ça représente. On va regarder un petit peu tantôt aussi à quelle vitesse se déplacent ces électrons-là. C'est toujours un petit peu décevant quand on regarde ça, parce qu'on s'attend à quelque chose d'extrêmement rapide, puis finalement, c'est pas tout à fait le cas. Donc voilà, je vous ai résumé ça en quelques phrases. Donc, si on applique une différence de potentiel sur une boucle, donc la différence de potentiel, c'est la pile, c'est la borne positive et la borne négative. Donc, il y a un delta V là-dedans, ou ici, entre ces deux bornes-là. Il y a un courant I qui est produit du plus vers le moins. Donc, la pile sert vraiment de pompe à charge. Donc, elle va ramasser les électrons d'un côté puis les lancer de l'autre. Et va faire ça à l'infini jusqu'à temps que la pile soit déchargée. Donc, le courant est défini comme un déplacement de charge positive inverse au mouvement réel des électrons. Donc, on sait aujourd'hui que ce sont bien les électrons qui se déplacent, mais à ce moment-là, quand on a défini les courants électriques, on ne savait pas. Et pour une raison qui m'échappe un peu, on n'a pas décidé de corriger cette erreur historique-là. 200 ans, ça a été long. Il y a 200 ans, ça n'est passé des choses. Donc voilà, le courant électrique, sa définition, c'est déplacement de charge par rapport au temps, donc des coulombs par seconde. Soit qu'on prend la formule différentielle, donc dQ sur dt, ou la formule un peu plus approximative avec les deltas. Ça fonctionne quand même bien, donc c'est le nombre de charges qui va se déplacer à travers un certain nombre de temps, donc ça va me donner le courant moyen si on fait ça. On n'aura pas si souvent des courants qui vont varier, on va essayer de garder des courants qui sont stables, à l'exception de la petite section qu'on va faire sur les circuits RC. Donc, un circuit qui va contenir à la fois des résistances et des condensateurs, mais ça, on se garde ça dans quelques chapitres. Donc, voilà, l'intensité définie en ampères, comme on a fait au labo. Donc, I pour, ça vient de l'anglais, intensity. C'est le courant, l'intensité, c'est quelque chose qui est acceptable aussi. Donc, si vous me dites intensité, je comprends de quoi vous me parlez. Si vous me dites courant, c'est encore mieux. Mais les deux, c'est synonyme. Donc, par définition, c'est 1 coulomb par seconde. Encore une fois, j'apporte une petite attention aux minuscules ici et aux majuscules ici. Donc, seconde est la seule chose qui prend une minuscule, mais quand on écrit les noms au complet, ce sont tous des minuscules. Faites attention aux examens, je vois un nombre record à chaque session au lieu de kilogrammes, je vois des Kelvin grammes, là, comme majuscule, ça veut dire Kelvin, ça veut pas dire kilo, là, c'est comme minuscule kilo. Donc faites attention à ça. Donc, je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. On va aller voir la densité de courant. Donc, la densité de courant qui représente un petit peu le nombre de coulombs qu'on va avoir par mètre carré. Donc, c'est ça une densité, là, c'est à savoir si on prend la surface transversale de notre fil, puis on prend le courant divisé par cette surface-là, c'est un petit peu ça la définition de la densité de courant. Donc, c'est la quantité J que vous avez dans la formule ici, qu'on définit à l'aide d'une intégrale à partir de I. Donc, le DA qui est une section transversale dans la direction transversale à notre fil. Donc, si on fait une section de notre fil, on le coupe, mais le DA va être dans la direction de notre courant. Ça sera tout le temps le cas. Là. On ne va pas vraiment se casser la tête avec ça. Il n'y a pas de courant qui peut être perpendiculaire à notre fil. Il faut que ça soit dans le sens du fil. Donc, ça va toujours avoir ici un angle de 0 degré quand on fait notre cosse. Là. Je ne me rappelle pas d'aucun exemple qu'il y a l'inverse. Il y a un angle différent à ça quand on fait les densités de courant. Donc, toujours dans la même direction. Il n'y a pas vraiment à se casser la tête avec le produit scalaire. Honnêtement, on pourrait l'enlever, mais j'ai pris la définition générale. Donc, voilà, il y a l'intégrale de J.dA vecteur qui nous donne le courant. Ce qu'on va utiliser le plus souvent, c'est quand les cas où I et J sont constants, c'est-à-dire qu'on n'a pas un courant qui va varier en fonction du rayon de notre fil, par exemple. On va faire un exemple tantôt quand ça va arriver. À ce moment-là, J est constant, on peut sortir de l'intégrale. Donc, l'intégrale de dA devient tout simplement A. Fait qu'on se retrouve à avoir I est égal à J fois A. Donc, la densité de courant J est égale à I sur A. C'est la formule la plus générale qu'on peut avoir dans ce cas-là, mais il faut faire attention. Il faut absolument que la densité de courant et le courant soient constants sur tout le fil. Si on a, par exemple, plus de conducteurs à l'extérieur de notre fil, ou on peut avoir des alliages là, qui sont plus conducteurs en extérieur. À ce moment-là, il faut faire attention. On va avoir quelque chose qu'on va devoir appliquer avec l'intégrale. On va faire un exemple, comme je vous disais tout à l'heure.
Donc, j'ai défini pas mal tout ce qu'il y avait à dire là-dessus. Donc, densité de courant en par mètre carré dans le sens du courant, dA vecteur surface en mètre carré, perpendiculaire à surface transversale. Donc, tu sais, si on se fait un fil, là, je peux vous faire un petit dessin pour que ça soit peut-être plus clair. Là. Si on a un fil qui va ressembler à ça, ben, mon dA serait toujours perpendiculaire à ça. Mon courant, disons, serait I par là. Donc, I n'est pas un vecteur et J est un vecteur. Je sais que c'est mêlant, puis les deux sont dans la même direction en plus. Donc, J serait mon vecteur qui serait lui par là aussi. Donc, on voit bien que I et J sont dans la même direction. Pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. dA toujours perpendiculaire à cette surface-là et la valeur de cette intégrale-là, dans le fond, ça va être la surface qui est ici. Toujours perpendiculaire à notre fil. Là. Je compléterai mon fil de l'autre côté. Là. Quelque chose de cylindrique. Là. Quel beau dessin! Donc voilà, ça ressemble pas mal à ça pour ce qui est de la densité de courant. Donc c'est probablement la chose la plus compliquée de ce chapitre-là, pas pour vous dire que c'est le pire chapitre. Vitesse de dérive maintenant. Si on prend un fil, donc un petit peu le même fil qu'on a fait là, donc section de surface A, une longueur L. Dans mes formules, j'ai pris grand L à quelques endroits. Donc, j'ai gardé petit L parce qu'il disparaissait de la formule, mais j'ai remplacé par grand L quelques fois je trouve dans les notations avec Word. Le petit L, il ressemble pas mal à un 1. Là. C'est vraiment petit L qui est ici. Là. Fais attention, mais j'ai mis grand L plus bas là, quand c'est vraiment important qu'il reste dans la formule. Donc voilà, vitesse de dérive, dans le fond, c'est la vitesse de déplacement de ces électrons-là. Donc les électrons, si on soumet notre truc à une différence de potentiel, donc c'est ça qui est bien important de savoir, c'est que pour avoir quelque chose comme ça, ben, il faut brancher notre fil à une différence de potentiel. Ici, on devrait déjà être capable de deviner dans quelle direction est ma pile. Si j'ai un courant qui est par là, ça veut dire que mon courant est comme ça. Ça veut dire que ma borne positive va être comme ça ici. Donc, ça va créer un courant I qui va faire le tour de ma boucle comme ça. C'est toujours dans ce sens-là, toujours du plus vers le moins. Donc, c'est le sens du courant. Donc, on voit que les électrons sont attirés par ma borne positive. Donc, ça, c'est ma borne positive. Et ça, c'est ma borne négative. Je rappelle le petit truc idiot de la plus grande et la moins grande. Donc, c'est ça, les bornes positives vont attirer les électrons. Donc, le mouvement des électrons va être dans le sens horaire ici, tandis que le mouvement le mouvement du courant, le sens du courant, qui est vraiment le sens de rien en réalité, mais qu'on a défini courant comme ça, est dans le sens anti-horaire. Donc, si je prenais une petite section ici de mon fil, donc de longueur L, ben, le volume de cette petite section-là, c'est le volume d'un cylindre. Donc, j'aurais la longueur fois la surface, donc pi fois r carré, donc la surface de tout ça si je prends un cercle. Sinon, j'ai juste pris A ici parce que le fil peut avoir en réalité n'importe quelle dimension, pas obligé d'être rond. Donc, j'ai pris A fois LE pour avoir AL qui est mon volume. N qui est la quantité qu'on va appeler la densité de porteurs de charge que j'ai définie un petit peu plus loin. Dans le fond, la densité de porteurs de charge, c'est le nombre de charges disponibles à faire de la conduction à chaque mètre cube de fil. Donc, si je prends un mètre cube d'aluminium, ben, il y a un certain nombre d'électrons qui sont disponibles pour faire la conduction. Il y a beaucoup d'électrons là-dedans. Mais ce n'est pas tous les électrons qui sont disponibles. Donc, on va les appeler les électrons de conduction ou les électrons libres. C'est ceux-là qui vont pouvoir se déplacer dans mon fil électrique et créer mon courant. Il y en a plusieurs autres qui vont servir à tenir ma molécule, mon solide ensemble. Donc, tout ce qui est liaison atomique, pas atomique, moléculaire et Van der Waals, etc. Tous ces liaisons-là, c'est des électrons qui ne sont pas disponibles. Donc, sont comme coincés autour de certains atomes, de certaines molécules pour les tenir ensemble. Ceux-là ne sont pas disponibles. Donc, il en reste une certaine partie qui sont disponibles dans ce mètre cube-là d'aluminium. C'est ça le chiffre N. C'est un chiffre qui est hallucinant. Donc, juste vous imaginez, là, dans un mètre cube, là, combien il y a d'électrons. Quand même qu'il y en a 1% de ces électrons-là qui est disponible. Ça fait un chiffre qui est hallucinant. On va le calculer tout à l'heure là, pour le cuivre. Vous allez voir que c'est des chiffres qui sont assez impressionnants. Donc, la charge qui est contenue dans ce petit bout de cylindre-là va être égale au nombre de charges que j'ai par mètre cube fois le nombre de mètres cubes. Donc, ça, c'est mon volume A fois L,
fois la charge de l'élément qui est dedans, donc l'électron ou la charge élémentaire que j'ai mis ici, E. Donc voilà pour la charge totale dans mon fil. Si je veux savoir c'est quoi le temps nécessaire pour traverser ça, ben ici, il va à une certaine vitesse que j'appelle VD, donc ma vitesse de dérive, ben, j'ai la définition de la vitesse qui est le déplacement divisé par le temps. Donc le temps va être égal à mon déplacement divisé par la vitesse. Et si je prends la définition de mon courant qui est delta Q sur delta T, donc c'est la charge qui va changer dans mon fil à travers ce temps-là, donc la charge qui est là-dedans qui faisait déplacer entre le point ici et le point ici, c'est cette charge-là, donc NALE, divisé par mon delta T que j'ai ici, qui va être égal à L sur V. Donc les L se simplifient ici, c'est pour ça que je ne l'ai pas changé, mais dans les formules qui vont rester, je l'ai modifié. Donc j'ai mon courant qui est égal à INAEVD. Si j'isole I là-dedans comme il faut, et je me retrouve à avoir ma densité de courant qui est égale à JNE. Donc, ma densité de courant, je vous rappelle que c'est I sur A quand le courant est constant. Donc, je divise mon I par A, je me trouve à avoir J, donc c'est là que le A disparaît. Donc, ma densité de courant est donnée par ça. Donc, VD, ma vitesse de dérive en mètres par seconde. N, la densité de porteur de charge, donc en nombre de charges disponibles par mètre cube. Fais attention, si Q plus grand que 0, ben J et VD sont dans la même direction, et si Q plus petit que 0, ben G et VD sont en direction opposée. C'est impossible un mouvement de conduction qui va être fait par autre chose que par des électrons. Il y a principalement deux raisons à ça. Ben, écoute, si tu regardes les masses en partant entre la masse la plus légère qui contient la charge positive, ben, c'est le proton. Si tu compares la masse de l'électron et la masse du proton, ben c'est 2000 fois environ. Donc l'électron est 2000 fois plus léger. Si tu es capable d'appliquer la même force parce que c'est la même charge sur les deux objets, ben, un objet qui est 2000 fois plus léger, il va se déplacer, donc il va subir une accélération 2000 fois plus importante, donc il va se déplacer 2000 fois plus rapidement. Donc ça, c'est la première raison qui semble assez évidente, là. Divise par 2000, c'est l'équivalent de pousser sur une voiture réelle ou sur une voiture jouet. Là. Donc c'est énorme comme différence là, oui, de faculté à déplacer ces objets-là. Deuxième raison pourquoi c'est absolument impossible, ben, les protons sont coincés dans le noyau. Si on réussit à défaire un noyau, ben, premièrement, on change la structure atomique et la nature même de la matière. Et deuxièmement, ben, boum, bombe atomique, à chaque fois qu'on déstabilise un noyau, on a des grosses chances de justement créer une réaction nucléaire qui n'est pas nécessairement idéale quand tout ce qu'on veut, c'est allumer une ampoule. Donc, ça n'arrivera pas. De toute façon, pas d'inquiétude. Là. Tu peux continuer à utiliser tes appareils électriques. Là. Ça ne peut pas arriver. Pour principalement ces deux raisons-là. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire là-dessus. On va se faire quelques petits exemples pour regarder si on a bien compris tout ça. Donc, j'ai un très long fil cylindrique de rayon R est égal à 2 mm, qui possède une cavité centrale de rayon R sur 2. Donc, ici, j'aurais un fil qui ne veut pas être dessiné. Pourquoi le fil ne veut pas être dessiné? Donc, j'ai un fil qui ressemblerait à ça avec un rayon, un grand R. Et dans ce fil, j'ai un trou. Ce trou, il n'y a pas de matière là-dedans. Donc, la matière est uniquement dans la partie hachurée ici. Donc, ça, c'est vraiment une cavité. Donc, il y a un trou avec un rayon R sur 2. C'est pas si hyper beau comme dessin, mais je pense que c'est clair dans l'énoncé. Donc, premièrement, si j'ai J qui est égal à une constante, donc qui est égal à 2,0 fois 10 à la 5 ampères par mètre carré, qui est le courant dans le fil. Donc, ici, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est appliquer ma définition de densité de courant. Donc, J est égal à I sur A. Ben, j'ai J, j'ai I. Moi, j'ai à calculer A. Juste faire attention, A, il faut exclure la cavité. Donc, l'aire transversale de mon fil, c'est la section hachurée. Donc, ça va être la section de mon cercle au complet soustrait du petit cercle. Donc, j'ai 3/4 de pi r carré. Donc, J est égal à I sur A, donc I est égal à J fois A. Donc, j'ai tout simplement mis le A ici et le J, je l'ai laissé là parce qu'on le remplace par la valeur qui est ici. Donc, 1,9 ampères, pas plus compliqué que ça. Là où c'est un petit peu plus compliqué,
Si J n'est pas une constante, donc même problème, sauf que le J est égal à AR carré, donc genre le problème que j'avais fait faire aussi dans le chapitre 3 avec le théorème de Gauss. C'est un petit peu le même principe, donc si ça avait bien été à ce moment-là, ça va aller bien encore, sinon ben... Euh, donc J est égal à R carré, donc A est une constante. Cette constante-là, je vous donne la valeur, donc 3,0 fois 10 à la 11 ampères par mètre à la 4. On me demande parfois pourquoi c'est mètre à la 4 ici, puis là c'était mètre à la 2. Ben, regardez, on multiplie par R au carré, donc ça c'est des mètres au carré. On veut que J soit en ampères par mètre carré. Donc si on veut que cette constante-là fois ça donne des ampères par mètre carré, ben, il faut multiplier ça par des mètres carrés. Ce qui fait que ça fonctionne bien. Donc, c'est souvent ça pour, honnêtement, les unités des constantes. C'est souvent comme ça qu'ils sont déterminées. Là. On trouve une constante expérimentalement, sa valeur réelle. Puis après ça, ben, les unités, on les déduit à l'aide de la formule, là, comme je viens de vous faire. Donc voilà, si J n'est pas une constante, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à mesure que je vais m'éloigner du centre, donc si je me trace mon axe radial, encore une fois, petit r par rapport au centre, donc là, c'est pas dans le sens du fil, là, c'est peut-être un petit peu confus si je le mets dans ce sens-là. Attends un petit peu, là, je vais le mettre ailleurs. Je le mets dans l'autre sens, disons comme ça. J'ai mon axe des airs, puis l'axe des airs est dans n'importe quelle direction, hein, c'est un axe radial qui pointe vers l'extérieur de mon cylindre. Ce que ça veut dire, c'est qu'à mesure que je vais m'éloigner de mon centre, la densité de courant va être de plus en plus importante. Donc, c'est-à-dire que le fil est de plus en plus conducteur à mesure que je m'éloigne de son centre. Plus je suis au centre, moins les conducteurs, plus je suis à l'extérieur, plus les conducteurs, puis en plus, il y a un trou. Donc, il ne faut pas que je commence au centre complètement, il faut que je commence à la cavité. Puis à partir de cette surface-là, ben, le courant va augmenter de plus en plus. Moi, je veux le courant total qui circule dans ce fil-là. Donc là, je vais utiliser la formule de l'intégrale, c'est-à-dire I est égal à l'intégrale de J.dA. Comme je vous disais, le produit scalaire ici n'arrive jamais, là. Donc c'est toujours un cos de 0. Tout ce que j'ai fait, j'ai remplacé mon J par sa valeur. Donc comme il est une variable, je ne peux pas le sortir de l'intégrale. Donc il faut que je garde AR. Je vais pouvoir sortir A de l'intégrale, mais pas le R, c'est une variable. Par contre, là, j'ai R puis A. Ça, c'est mal. Donc, je dois tout convertir dans une seule variable. Donc, première chose, quelque chose qu'on a fait déjà quelques fois, là, on a dit que si un cercle est égal à pi r carré, mais la dérivée de ce cercle-là est égale à 2 pi r, donc dA va être égal à 2 pi r dr. C'est le même principe qu'on a fait déjà quelques fois. Donc, ça n'a pas changé. Donc, mon dA, je vais le remplacer par 2 pi r dr. Je le mets là-dedans. Donc, I est égal à l'intégrale de AR carré 2 pi r dr. Je sors mes constantes, donc 2 pi r, il me reste l'intégrale de R3. J'ai mis mes bornes. Donc, il faut aller, il faut toujours se demander cette variable d'intégration-là, donc mon dr, ce R-là, il varie de quoi à quoi qui a du I, là. Donc, il y en a entre R sur 2 puis grand R. Donc, c'est l'intégrale que j'ai faite. Je l'ai poursuivi. De suivre les étapes. Là. Je trouve un dénominateur commun ici pour le ramener ici. Je l'ai tout mis ensemble, j'ai pitonné à la fin. Moi, vous allez voir que j'aime pas ça pitonner les étapes intermédiaires. Donc, je sais qu'il y en a que ça les angoisse là, de voir 2 pi ici, là, qui aimeraient bien mieux faire 2 fois pi fois cette valeur-là, puis écrire un chiffre long de même. C'est beaucoup moins long écrire 3 symboles qu'en écrire 23. Là. Sauvez-vous du temps. Là. Le calcul symbolique, là, il est vraiment économique sur le temps. Je sais que certains manquent de confiance un petit peu par rapport à ça. Faites-vous confiance, vous allez voir après quelques temps. Vous allez me croire, là, c'est mon plus gros travail, je pense, d'enseignant de physique, là, de convaincre les étudiants que le calcul symbolique est quelque chose d'extrêmement puissant et de rapide par rapport aux chiffres. Ça me prend beaucoup de temps à vous convaincre souvent. J'essaye fort, mais c'est pas évident. Vous allez voir, là, si vous en faites pas, là, vous reconnaissez, là, puis vous pensez que vous n'avez pas besoin, puis vous l'avez fait au secondaire comme ça, puis il n'y a pas de problème. Ouais, tu peux faire ce que tu veux, mais la minute que tu vas commencer à le faire, oui, les 2-3 premiers, tu vas te tromper, là, mais après ça, tu vas voir, tous tes problèmes vont te prendre la moitié du temps. Tu vas clencher tes exercices d'un chapitre en 2 heures au lieu d'en 2 jours. C'est payant, je te le dis. Donc, voilà. C'est une chose que j'aimerais aussi attirer votre attention sur le résultat numérique. Là. Juste pas déduire que vu que ça, c'est pas constant, le courant est plus élevé. Donc, j'ai 7.1 ici, j'avais 1.9 en haut. Ça n'a pas rapport. Là. C'est vraiment que les constantes, on les données complètement différentes. Là. Ça
faut pas se fier à ça du tout, là. C'est deux chiffres qui n'ont aucun sens. En électricité, là, prédire les chiffres, là, c'est extrêmement compliqué, là. On fait pas ça. On calcule, on se met des œillères, on regarde notre mathématique, puis après ça, on devrait avoir un résultat intéressant. Ensuite, j'ai un autre exemple pour vous. Donc, j'ai un fil de cuivre de rayon de 900 micromètres, donc un fil cylindrique. À chaque fois qu'on va parler d'un fil, si on ne vous parle pas de la structure du fil ou des dimensions du fil, on vous donne juste un rayon de fil, il faut absolument prendre l'hypothèse que c'est un fil cylindrique. On s'entend que 99% des fils de la planète sont cylindriques. On commence à en faire des petites galettes là, qui sont bien pratiques, là, mais la plupart restent des fils cylindriques. Donc, si on ne fait pas de précision, c'est un fil cylindrique. Donc, ici, c'en est un. Je te donne le rayon, je n'en dis pas plus. Ça veut dire que c'est un fil cylindrique. Donc, 900 micromètres parcouru par un courant de 17 mA. Si chaque atome de cuivre possède un électron de conduction, donc un électron libre, quelle sera la vitesse de dérive de ces électrons? Donc là, on veut savoir quelle est la vitesse de dérive, donc le VD, si on a un courant de 17 mA dans un fil de cuivre gros comme ça. Donc, écoute, on va avoir besoin de quelques petits rappels par rapport à ce que vous avez fait dans votre vie et non pas seulement dans mon cours. Puis ça, je sais que vous n'aimez pas bien ça, mais c'est comme ça l'école. C'est-à-dire qu'on a déjà trouvé des moyens pour convertir certains nombres en d'autres avec des quantités que vous n'avez peut-être pas vues dans mon cours. Par exemple, en chimie. Donc, c'est pour ça que j'ai donné la masse molaire du cuivre et la masse volumique du cuivre. Parce qu'on a besoin de ces deux quantités-là pour pouvoir trouver c'est quoi notre densité de porteur de charge. Donc, en gros, les trois formules que je vais utiliser, je les ai mis ici. J'ai dit que J est égal à NEVD, donc densité de courant va être égale à la densité de porteur de charge fois la charge élémentaire fois la vitesse de dérive. Donc, la formule que j'ai démontrée un petit peu plus haut. J'ai un fil qui a rien qui me dit que c'est pas constant. Donc, on va toujours, encore une fois, supposer que dans un fil, le J est constant, à moins qu'on le spécifie. Donc, je vais prendre que J va être égal à I sur A. Et comme je sais que c'est un fil qui est cylindrique, l'aire transversale de ce fil-là est l'aire d'un cercle, donc pi r carré. Donc, c'est les trois formules avec lesquelles je vais me servir. J'ai mis ça ensemble. Donc, j'ai mis J est égal à I sur A, j'ai mis E est égal à pi r carré. Je me retrouvais à avoir ça. Donc, ma vitesse de dérive est égale à I sur NE pi r carré. Puis, tu regardes ça, ben, le I, tu le connais, le N, tu le connais pas, le E, tu le connais. C'est 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombs. Puis, on connaît ça, le rayon, on vous l'a donné. Donc, la seule chose qui est inconnue pour nous, c'est le N, donc le nombre d'électrons de conduction. Par mètre cube, donc la densité de porteur de charge. Et c'est ça notre défi à faire aujourd'hui. Donc là, je suis allé un petit peu par la méthode de conversion d'unité. Il y a d'autres méthodes pour y arriver, mais je pense que c'est la méthode la plus visuelle et la plus lente pour y arriver. Puis pour bien comprendre qu'est-ce qu'on fait, donc l'idée c'est d'être capable de reproduire cette démarche-là. Donc, le nombre d'électrons de conduction par mètre cube. Ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que j'ai converti ce chiffre-là à quelques reprises. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est que je sais qu'un atome de cuivre possède un électron de conduction. Donc, je sais qu'à chaque atome, j'ai un électron de conduction. Donc, j'ai pris juste cette égalité-là. Là, que je vais travailler avec ça pendant quelques lignes. Là. Donc, N est égal au nombre d'électrons de conduction par mètre cube. Donc, nombre d'électrons libres par atome fois le nombre d'atomes par mètre cube. Donc là, atome sur atome, ça se simplifie. Il me reste juste des électrons libres par mètre cube. Électrons libres par mètre cube. Donc c'est ça que je veux. Je ne veux jamais changer ça. Je veux toujours que si j'annule toutes mes unités, il me reste électrons libres par mètre cube. Donc là, atome au numérateur, atome au dénominateur, ça s'annule, mais ça me permet de déduire quelque chose d'autre. Donc le nombre d'électrons libres par atome, je le connais, c'est un chiffre qui vaut 1 pour. Parce que j'allais dans l'énoncé de mon problème. Est-ce que je suis capable de trouver c'est quoi mon nombre d'atomes par mètre cube? Ben oui. Mon nombre d'atomes par mètre cube, ben là, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de plusieurs petits trucs que vous connaissez déjà, que vous avez probablement quelques-unes oubliées, mais c'est des choses qu'on connaît. Donc, je vous ai déjà sorti la masse molaire puis la masse volumique, donc ça devrait vous sonner quelques cloches. Donc là, je veux convertir atome par mètre cube. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par dire atome par mol. Est-ce que je sais combien il y a d'atomes dans une mole? Ben oui, c'est le nombre d'Avogadro.
Donc 6,02 fois 10 à la 23 atomes par mol. C'est ça le nombre d'Avogadro. Bon, ensuite, j'ai mis mol en bas parce que j'ai pas de mol ici, là. Donc, je peux avoir de mol. Donc, je vais amener mol en haut. Mais là, je veux convertir ça en quoi? Ben, j'ai décidé de passer par kilogramme. Pourquoi? Parce que des mols par kilogramme, ça me dit pas grand-chose, mais des kilogrammes par mol, ça me dit quelque chose. C'est l'inverse de la masse molaire. Donc, si je peux avoir la masse molaire, ou l'inverse de la masse molaire, je suis capable d'avoir maintenant le nombre d'atomes que j'ai par kilogramme. Ça ne m'intéresse pas le nombre d'atomes que j'ai par kilogramme. Donc, si j'avais juste ça, j'aurais électrons libres, atome se simplifie, mol par mol simplifie. Je suis rendu à des électrons libres par kilogramme. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est des électrons libres par mètre cube. C'est là que je me sers de ma masse volumique, donc le nombre de kilogrammes que j'ai par mètre cube. Donc là, si tu regardes tout ce qui se parle, atome sur atome. Donc, atome avec atome, ça s'en va. Mol avec mol, ça s'en va. Kilogramme avec kilogramme, ça s'en va. Il me reste électrons libres par mètre cube, ce que j'avais au départ, ce que je veux. Donc, dans le fond, l'idée, c'est juste regarder qu'est-ce que tout ça représente. Donc, ça a été donné dans le problème. Ça, c'est quoi? Ben, c'est mon nombre d'Avogadro. Ça, c'est quoi? Ben, c'est 1 sur ma masse molaire. Puis ça, c'est quoi? Ben, c'est ma masse volumique. Donc, mon N va être égal à mon nombre d'électrons libres par atome, fois mon nombre d'Avogadro, fois 1 sur ma masse molaire, fois ma masse volumique, qui me donne 8,437 fois 10 à la 28 électrons libres par mètre cube. Donc, c'est un nombre qui est énorme. C'est sûr que si tu te mets à calculer le nombre d'électrons qu'il y a dans un mètre cube de cuivre, là, attends-toi à ce que ça ne soit pas 2-3. C'est toujours des chiffres qui sont gigantesques. De 10 à la 28, je vais juste l'écrire, 28,0, tu vas te convaincre assez rapidement que c'est pas pire. Donc, fais attention à ça. Ça, tu dois être capable de démontrer ça. C'est toutes des choses que tu connais depuis, je te dirais, secondaire 5 environ, peut-être même avant ça, secondaire 4, là, masse molaire, masse volumique, c'est des choses qu'on fait en secondaire 4. Là. Donc, pour moi, c'est de l'acquis. Oui, c'est des choses que tu devrais faire. Non, c'est pas sur la feuille de formule. Donc, c'est quelque chose que tu devrais être capable de déterminer. Après ça, tout ce qui reste, c'est de mettre que la vitesse de dérive est égale à tout ça. On a notre n qu'on a calculé ici. Toutes les autres quantités, on les connaît. Et on a le chiffre extrêmement décevant de 4,9 fois 10 à la moins 7 mètres par seconde. C'est extrêmement lent. Donc, la vitesse de déplacement des électrons. Et pourtant, quand on allume une lumière, c'est instantané que l'ampoule s'allume. Ben, ça, c'est dû au fait du nombre. Donc, c'est sûr que la différence de potentiel est appliquée à l'interrupteur. Puis après ça, ben, tout ça pousse sur l'électron qui est en avant, qui pousse sur l'électron qui est en avant, qui pousse sur l'électron. Donc, c'est vraiment assez compact, si on veut. Puis tout ça se pousse quand même tout à la suite de l'autre. Si tu veux faire le calcul, combien ça va prendre de temps avant qu'un électron soit à la baie James puis te rentre chez toi, ben, en réalité, c'est un courant alternatif et que ça n'arrivera jamais, mais mettons que c'est un courant continu, là, tu vois que c'est des temps qui sont absolument infinis. C'est énorme. Là. Donc, extrêmement lent la vitesse de dérive des électrons. Pour des courants qui ne sont pas énormes, là, mais 17 mA, c'est comparable à ce qu'on avait au laboratoire. Là. Donc, c'est des courants qui sont quand même réalistes. Quand même qu'on monte ça à 2 ampères, 3 ampères, là, ça va être quand même des vitesses qui vont être très faibles. Donc, voilà. C'est pas mal le bout le plus difficile, selon moi, du chapitre. Si vous êtes capable d'arriver à faire ça, il ne devrait pas avoir trop de soucis pour le restant. Donc, voyons, on tombe dans la résistance et la résistivité. Donc, la résistance qui est en ohm, R est égal à delta V sur I, qui est par définition, justement, la résistance... Quand on a le symbole oméga majuscule pour les ohms, un ohm est égal à 1 volt par ampère. Je vous ai fait un petit peu la démarche de la conversion jusqu'aux unités fondamentales. Dans un des exercices, on vous demande de prouver ça. Ben, je l'ai fait pour vous ici, donc je vous invite à ne pas le copier, mais à bien prendre le temps de le faire, sinon ça donne comme rien. Mais vous avez la démarche ici, qu'est-ce que c'est supposé donner. Donc, comment on fait pour prouver que c'est vraiment des kilogrammes par mètre carré par coulomb seconde? Il faut y aller étape par étape. Donc, c'est quoi un volt? Ben, un volt, on a déjà dit dans le passé que c'était des joules par coulomb. Des ampères, c'est quoi? Ben, c'est des coulombs par seconde. Ensuite, un joule, c'est quoi? Ben, pense à la définition du travail, qui est la force fois le déplacement. Donc, c'est des newtons fois mètre, les joules.
Puis ensuite, un newton, c'est pas fondamental non plus. Pense à F égale ma, ben, c'est des kilogrammes fois mètre par seconde carré. Donc, tout ça te permet d'arriver à ce que tu avais au bout de la ligne. Donc, oui, on est content d'avoir ce petit symbole oméga qui n'est peut-être pas le plus simple parce que c'est une lettre grecque, là. Mais au bout de la ligne, imagine si tu avais ça à écrire à chaque fois que tu parlais d'une résistance. Ça serait un petit peu plus compliqué. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur la résistance? Pas grand-chose. C'est quelque chose que vous connaissez bien. Donc c'est ce qui va lutter au passage des électrons. Deux choses qu'on va devoir distinguer, c'est la résistivité et la résistance. La résistivité, c'est le ρ ici. Oui, je le sais que c'est le même ρ que... Puis c'est pas P, hein? C'était pas plus P pour la masse volumique, c'est ρ. Mais c'est encore ρ, oui, que le même pour la masse volumique. La résistivité, ça dépend du matériau. Donc, en quoi est fabriqué notre objet? Est-ce que c'est du cuivre? Est-ce que c'est de l'or? Ça, c'est ρ. Donc, on va avoir un tableau à la page 221, le tableau 6.1. On va avoir un paquet de ρ dénuméré là-dedans. Je pense pas que je l'ai mis dans mes notes, là. Tous ces ρ-là sont en fonction des matériaux. À savoir, si l'objet a une certaine résistance, ben, ça va dépendre de la dimension de l'objet. C'est comme une paille, une résistance. Si la paille elle est grosse, ben, la slush elle passe facilement. Si la paille elle est longue, ben, c'est plus dur de têter ta slush. Donc, c'est vraiment une question de dimension de l'objet et de la résistance qui va passer à travers tout ça. Donc ça, c'est dû à l'objet, ça, c'est dû au matériau. Donc ça, on le retrouve dans un tableau. Ça, on a besoin de faire un calcul en fonction des dimensions de l'objet qu'on va faire tout à l'heure. Donc les unités sont un petit peu différentes. La résistivité, ça se calcule en ohms fois mètre. Et la résistance, ça se calcule en ohms. Faites attention à la différence entre les deux. C'est énorme comme différence, là. Donc ça, c'est intrinsèque au matériau. Et ça, c'est un objet. L'objet constitue un certain matériau, mais il y a une certaine dimension, comme je vous disais. L'inverse de la résistivité, c'est le sigma, c'est la conductivité avec les unités inverses. C'est la même valeur, mais l'inverse. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de refaire des formules avec une ou l'autre. Moi, je suis habitué de travailler avec la résistivité, mais c'est juste l'inverse, là. La résistivité, c'est la faculté à un matériau de ralentir les électrons, tandis que la conductivité, c'est la facilité à un matériau de les laisser passer. Plus la conductivité est élevée, plus la résistivité est basse. Plus la résistivité est élevée, plus la conductivité est basse. C'est directement inverse, là. Donc, on la formule ici. Pas besoin de se casser la tête plus que ça avec ça. Comme je vous disais tout à l'heure, bien important de se rappeler que la résistance, c'est associé à un objet et la résistivité et la conductivité sont associées aux matériaux. Relation entre R et ρ. Donc oui, si on a une résistance comme un fil, une résistance, tout est résistance, hein? Un fil est résistance, là. Tout ce qui offre une certaine résistance à un courant électrique, ce qui est à dire tout, est une résistance. Un fil de cuivre, c'est une résistance. Un fil d'or qui conduit super bien, c'est une résistance. Une résistance comme vous avez au laboratoire en carbone, c'est une résistance. Donc tout ça, ce sont des résistances. À part quand on va tomber dans les supraconducteurs, mais ça, on va juste en parler, on n'en fera pas vraiment. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que... On va se checker un peu. Puis on va faire un dessin. Ouais, donc là, on va appliquer une différence de potentiel. Donc si j'ai un courant qui circule comme ça, ça veut dire que ma borne positive est de ce côté-là et ma borne négative est de ce côté-là. Ce qui va créer un courant dans ce sens-là, donc du plus au moins. Donc c'est ici dans ce schéma-là que j'ai mis grand L, donc je pourrais le modifier sur le schéma directement. Donc voilà, j'ai une différence de potentiel, donc ça va appliquer une différence de potentiel delta V aux bornes de ma résistance. Puis en gros, je vais me servir des petites relations que j'ai définies ici, donc je vais prendre tout simplement mon ρ qui est ici et je vais faire la suite. La différence de potentiel qui est appliquée dans un certain champ électrique, donc ma différence de potentiel va créer un champ électrique, donc il y a des charges positives, des charges négatives.
Je sais qu'on a dit qu'à l'intérieur d'un conducteur, le champ électrique était nul. Ça, c'est vrai en statique parce que les électrons n'ont nulle part où aller. Quand on a un circuit fermé, les électrons peuvent se déplacer. Donc, le champ électrique, c'est lui qui va pousser sur un et l'autre des électrons. Donc, le champ électrique peut exister dans un conducteur si on a une boucle fermée, comme on a ici, donc des courants électriques. Ça, j'ai fait ça dans le chapitre 4. Donc, la différence de potentiel, donc ça vient de la formule. Je vais cliquer à côté, sinon ça n'écrira pas. Si je fais l'intégrale, donc delta V va être égal à moins l'intégrale de I à F de E point ds. Bon, si je fais ça, si j'ai un champ électrique qui est constant dans mon courant électrique et mon ds est dans le même sens que mon I à F, ben, je vais avoir tout simplement que I va être égal à l'intégrale de ds qui va être égal à E fois ds qui va être mon déplacement entre mes deux bandes qui va être mon L. Donc, c'est un petit peu le même principe qu'on a fait dans le passé. Je peux les mettre dans le sens inverse pour s'assurer que le moins disparaisse ici, là, pour avoir un delta V positif. Là. Je vous laisse regarder ça dans le chapitre 4. On l'a fait textuellement, ce numéro-là. Donc, delta V est égal à E fois L. Le J est égal à I sur A, c'est encore vrai. Donc, j'ai pris la définition de la résistivité qui était à E sur L. J'ai mis mon E ici qui était à L sur delta V. Excusez, delta V sur L. Puis mon J ici qui est égal à I sur A. J'ai mis ça ensemble. J'ai écrit delta V sur I fois A sur L, tout simplement parce que delta V sur I, c'est quoi? Ben, c'est la première formule que j'ai donnée dans le chapitre, c'est-à-dire la définition de la résistance. Donc voilà, j'ai remplacé delta V sur I par la résistance. Delta V est égal à RI, c'est vrai aussi. Donc, qui est égal à A sur L. Donc, j'ai isolé R en fonction de la première, puis le terme de gauche, puis le terme de droite. Donc, j'arrive que la résistance d'un objet est donnée par sa résistivité fois sa longueur divisée par sa surface transversale. Comme je vous disais, l'analogie de la paille est quand même bonne. Hein? Bon, la résistivité a plus ou moins de comparatif. Disons, ben, on pourrait mettre ça à la viscosité du liquide. C'est sûr que plus tu vas avoir un liquide qui va être, disons, clair, disons comme de l'eau, ça va avoir une résistivité qui va être faible. Tandis que si tu prends un liquide plus épais, comme disons du miel, ça va être plus difficile à aspirer. Donc ça, c'est un petit peu ce terme-là, si on veut le vulgariser comme ça, ce qui n'est pas tout à fait vrai, là, mais ça nous permet de nous donner une petite image. La longueur de la paille, si tu prends une courte paille ou une très longue paille, bien sûr que plus tu vas prendre une paille qui est longue, plus c'est difficile à aspirer ton liquide. Puis la surface transversale, donc si tu prends une paille qui a un trou qui est très gros, ben, c'est plus facile d'aspirer ton liquide, tandis que si tu prends une paille qui est très mince, comme une paille de berlingot, de boîte à jus, il faut que tu mettes pas mal plus de force, pas mal plus de succion pour aspirer ton liquide. Donc on voit que faire passer le liquide à travers cette paille-là dépend à peu près des mêmes paramètres que des électrons qui passent à travers une résistance. Donc c'est la formule que vous devrez utiliser à chaque fois que vous allez avoir à calculer c'est quoi la résistance d'un objet. On veut bâtir une résistance, ben on le fait comme ça. Voilà. Il faut savoir que la résistivité varie avec la température. Donc, j'ai pas mis la formule exactement dans le même format que celle qu'il y a dans votre manuel. Je préfère comme ça. Si vous voulez prendre la formule que dans votre manuel, c'est exactement la même. Là. C'est juste, on a mis le ρ 0 de l'autre côté pour avoir un moins quelque chose, là, ou un plus quelque chose. Je la préfère comme ça. Honnêtement, ça ne change absolument rien. Les calculs sont exactement les mêmes. Je la trouve juste plus élégante comme ça. Donc, la résistivité va diminuer en fonction de la température. Plus un objet est froid, moins il va bien conduire. C'est ça, les électrons de conduction sont moins disponibles. On va voir que dans le cas d'un supraconducteur, c'est pas tout à fait le cas. On y vient tout à l'heure. Donc, comment on calcule cette formule-là? Dans le fond, ce qu'on veut, c'est la résistivité à une certaine température qu'on ne connaît pas. On doit avoir la résistivité à une température qu'on connaît. Où est-ce qu'on trouve ça? Dans le tableau 6.1 avec la température qui est écrite à côté. Si je me rappelle bien, c'est 20 degrés Celsius. Je suis sûr que c'est 20 ou 25 là, à vérifier, là, mais il est écrit sur le tableau. Donc, ça, c'est le ρ 0 à la température T0. Fait que si on dit que la résistivité, c'est 25 à 20 degrés Celsius, ben, tu mets 25 ici, puis 20 degrés Celsius ici.
Que ce soit en Kelvin ou en Celsius, ça n'a pas d'importance ici. Comme on fait une soustraction, même si tu as fait plus 273 ou moins 273 sur les deux chiffres avant, ils vont s'annuler. Donc, ça a moins d'importance ici. Je l'ai mis en Kelvin pareil parce que c'est ça le système international. Votre manuel, il met Celsius, c'est bon aussi. Mais ça ne change absolument rien. Donc, le ρ0, c'est celle qu'on trouve dans le tableau. Le ρ, c'est celle qu'on cherche à une certaine température T qu'on veut savoir. Donc, on a à 20 degrés Celsius, mais ce serait quoi à 75 degrés Celsius? Donc, une fois que le fil va avoir changé, comment sa résistivité va être modifiée? Donc, c'est là qu'on va pouvoir mettre le chiffre qu'on veut se connaître et maintenant connaître la résistivité finale de cette quantité-là. Le coefficient thermique, vous l'avez dans le même tableau de la page 6.1. Donc, c'est la colonne de droite. Faites attention aux unités. Il y a des petits facteurs multiplicatifs aussi. Donc, écrivez pas n'importe quoi là-dessus. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose à rajouter là-dessus. J'ai pas fait vraiment d'exemple sur ça. Là. Je pense que c'est assez facile à pratiquer. La loi d'Ohm, c'est quelque chose d'assez évident maintenant aujourd'hui. Donc, le courant à l'intérieur d'un dispositif est toujours directement proportionnel à la différence de potentiel sur ce dispositif. Delta V est égal à RI. Par contre, c'est pas vrai que tous les objets répondent à la loi d'Ohm. En général, quand un objet répond à la loi d'Ohm, il va toujours y répondre. Donc, quand c'est un fil, une résistance, toutes les choses qu'on n'a pas... le bon mot qu'on a utilisé, c'est doper. C'est qu'on va introduire à l'intérieur de ces objets-là qui ne respectent pas la loi d'Ohm certaines molécules qui vont toujours avoir un moment dipolaire, donc ils vont toujours être orientées dans un certain sens. Donc ces molécules dipolaires-là vont créer eux-mêmes un champ électrique. Ce champ électrique-là va créer un autre champ électrique que celui de la différence de potentiel qui peut nuire ou aider, dépendamment, la conduction, donc le courant qui va se passer dans ce dispositif-là. Par exemple, des diodes. Des diodes, qu'elles soient électroluminescentes ou pas, là, donc ça, c'est les petites lumières que vous avez sur vos téléphones. Tout ça, c'est des diodes. Sur nos écrans de télé, maintenant, c'est comme ça aussi. Donc, c'est des petites ampoules en plastique, là, sur nos lampes de poche frontale, on a ça aussi. Ces petites ampoules-là en plastique fonctionnent très bien pour faire passer du courant dans un sens. Par contre, mets tes piles à l'envers dans ces lampes de poche-là, il ne va absolument rien se passer. Ces diodes-là ne laissent pas passer le courant dans le sens inverse. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très polarisé, qui va laisser passer le courant dans un sens, mais dans l'autre sens, ça va complètement bloquer. Ces molécules-là vont réagir, vont s'orienter dans le mauvais sens, puis vont vraiment, à chaque fois que tu vas lui donner plus de différence de potentiel, lui va t'en donner plus dans l'autre sens, ça va s'annuler, fait que le courant va être de zéro. Ce qui peut être pratique, par contre, quand il vient le temps de transformer du courant alternatif en courant continu. Donc, c'est un courant alternatif qui est un courant d'oscillation. Le courant alternatif qui est un courant où ce que le voltage va osciller dans le positif, dans le négatif, donc ça serait V. Puis tu veux transformer ça en courant continu. La première chose qu'on fait, c'est qu'on limite les valeurs négatives. Donc, si tu fais passer ça dans une diode, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le courant avance et recule. Donc, si tu es dans un fil, là, ton fil est comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton électron qui est ici, qu'est-ce qu'il fait? Ben, quand il est dans la portion positive, ben, il subit une force qui va le faire avancer par là. Tandis que quand il va être dans la portion négative, il va subir une force qui va le ramener en direction de la gauche. Au bout de la ligne, ton électron va juste faire du gauche-droite comme ça. C'est ça le courant alternatif. Nous, on travaille sur un courant alternatif qui est à 60 Hz, donc 60 fois par seconde, cette oscillation-là se fait. C'est beaucoup plus facile à l'aide de turbines de créer du courant alternatif avec l'alternance d'aimants. Mais nous, quand on travaille en microélectronique, donc nos ordinateurs, nos téléphones, tout ça, on a besoin du courant continu. On ne peut pas avoir du courant qui alterne comme ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est avoir un courant qui va toujours être dans le même sens positif. Donc, comment on va faire ça? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va le faire passer dans une diode. La première étape de le faire passer dans une diode, qu'est-ce qui va passer? C'est qu'il va permettre, donc une diode qui va être dans ce sens-là, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre aux électrons d'aller dans ce sens-là, mais de les bloquer au niveau du retour. Donc, les électrons, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont subir la différence de potentiel positive,
Mais pendant qu'il y a la différence de potentiel négative, ils ne vont pas rien sentir, ils ne sont pas capables de reculer. Donc, ils vont attendre que là, on a une différence de potentiel positive, ils ne peuvent pas reculer, et ainsi de suite. Donc, là, on appelle ça écrêter le signal. C'est qu'on va juste avoir des différences de potentiel qui vont être positives. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire passer ça dans un condensateur. Le condensateur, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va se charger positivement, puis tranquillement, ben, il va se décharger. Il va se recharger, il va se décharger. Puis après ça, on va avoir une valeur de courant continu qui va plutôt être environ, à quelque part entre les deux ici, là, ce qui va être notre valeur de V en courant continu. Donc, pour rectifier un courant, souvent, c'est pour transformer justement un courant alternatif en courant continu. C'est comme ça qu'on procède. On fait passer dans des diodes. Les diodes ne respectent pas la loi d'Ohm, donc qui empêchent le courant de revenir sur lui-même, tandis que dans un fil de cuivre, ben, le courant peut faire du aller-retour sans aucun problème. Mais dans la diode, il peut juste avancer. Donc, il avance, il recule pas, il avance, il recule pas, il avance, il recule pas. Sauf que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça dans un condensateur qui va faire qu'au lieu de avancer, arrêter, ben, il va avancer un petit peu moins vite, avancer un petit peu moins vite, avancer un petit peu moins vite, qui correspond à ça ici. Donc, avancer, ralentir un petit peu, avancer, mais il va toujours avancer dans la même direction. Et c'est ça mon courant continu. Donc, dans mon fil, concrètement, ben, j'aurais un électron qui partirait ici et qui avancerait à une vitesse pas tout à fait constante, mais toujours dans le même sens. Donc, toujours dans cette direction-là. Et c'est ça qu'on veut pour du courant continu. Donc, il y a quelques autres exemples d'éléments qui ne respectent pas la loi d'Ohm. On va y passer rapidement. Nous, on va pas mal tout le temps travailler avec des matériaux qui respectent la loi d'Ohm. D'habitude, je fais un laboratoire justement qui a une diode pour justement que vous en manipuliez un. Je veux que vous voyez à quel point c'est étrange. Donc, même tu calcules la différence de potentiel de la diode là, sans qu'il y ait rien d'alimenté dessus. C'est extrêmement étrange là, ce qui se passe. Donc, malheureusement, ça sera pour une autre session. La puissance et la dissipation thermique. Parfois, on veut ça hein, pour un circuit électrique. Donc, c'est sûr que ton téléphone qui surchauffe, là, c'est pas bon signe. Là. Ça veut dire qu'il y a un gros courant électrique qui circule dans ton téléphone en ce moment. Donc, ta pile est en train de se décharger de façon assez dramatique. C'est pas parce que ton écran fonctionne, les petites diodes que là-dessus, ça génère un courant très, très faible. C'est pas ça qui chauffe. Hein. C'est vraiment les courants électriques à l'intérieur qui vont toujours avoir une certaine dissipation thermique. À chaque fois que tu fais passer un courant dans une résistance, que ce soit un fil ou n'importe quelle résistance, il va toujours avoir de la chaleur de dissiper. Combien de chaleur? Ben, ça dépend de la résistance, ça dépend du courant. Donc, ça dépend évidemment qu'est-ce qu'on veut faire. C'est sûr que c'est pas tout le temps qu'on veut ça, mais parfois c'est ça qu'on veut. Donc, dans ton téléphone, on ne veut pas qu'il chauffe ton téléphone. Donc, on va essayer de minimiser le courant le plus possible et la résistance aussi. Par contre, ton grille-pain, tu veux qu'il chauffe. Hein? Tu veux que les rôtis ils se réchauffent. Ton calorifère, ton four, tout ça, tu veux que ça dégage de la chaleur. Donc, l'idée, c'est d'avoir des résistances là-dessus qu'on va alimenter qui vont dégager de la chaleur. Au bout de la ligne, la puissance et la dissipation thermique, ce sont des synonymes. Les deux se calculent en watts. Puis c'est des pertes, donc des pertes en termes de chaleur, donc d'énergie thermique. Puis ça se calcule, c'est pas super compliqué. Là. On va regarder c'est l'énergie qu'on avait dans notre charge, petite formule qu'on a définie dans le chapitre 4, donc il y a la différence de potentiel, donc Q est égal à Q fois delta V. Donc si je fais DU, ça va être le déplacement de charge à travers delta V. dQ, c'est I fois dt, donc la définition du courant que j'ai donné un petit peu plus haut, donc dQ sur dt est égal à I. Je suis parti de là. Donc, on se trouve à avoir I dt fois delta V. Donc, si je prends la première et le dernier terme, donc du sur dt va être égal à ma puissance. Donc, je vous rappelle que par définition, une puissance, une variation d'énergie à travers le temps. Vous avez une petite formule un petit peu sommaire sur votre feuille de formule par rapport à la puissance qui est E sur delta T. Donc, c'est juste pour se rappeler que l'énergie divisée par le temps, c'est ça la puissance. Donc, c'est des watts, c'est des joules par seconde. Donc, on va avoir I fois delta V. Si je prends mon delta V est égal à RI, ben, je peux avoir deux autres formulations. Donc, I au carré fois R ou V au carré sur R. Donc, dépendamment qu'est-ce qu'on a comme information, tu prends un des trois. Les trois se valent très bien. Les trois sont bonnes. Et garde en tête que les trois, c'est autant la puissance électrique que le taux de transfert d'énergie électrique que la dissipation thermique. Dans les trois cas, ça veut dire exactement la même chose.
Ça dépend juste de qu'est-ce qu'on cherche. Des fois, on va parler de la puissance faite par la pile. Donc, c'est sûr que là, c'est plus intéressant de regarder avec l'intensité qui a été créée, la différence de potentiel de la pile. Si on veut savoir c'est quoi la dissipation thermique d'une résistance, bien souvent, on va regarder le courant dans la résistance, avec la résistance. Je dirais que celle-là, je m'en suis servi un petit peu moins dans ma vie, mais au bout de la ligne, les trois sont aussi utiles. Puis ça arrive qu'on s'en sert de celle-là aussi. Voilà, c'est des watts. J'ai pas redéfini les watts encore. Là. Je pense que ça a été fait multiples fois dans votre vie. Dans l'exemple 6.3, on a fait de nichrome. Le nichrome, c'est un matériau qui est beaucoup utilisé justement dans les grille-pains pour faire la dissipation thermique dans les calorifères, dans les bouilloires. C'est quelque chose qui chauffe assez facilement, donc une bonne résistance, qui a beaucoup de capacité thermique aussi, donc il ne va pas fondre facilement. Les spirales de nos anciens poêlons, de nos poêles, c'était ça aussi, là, des cuisinières. C'était fait en nichrome, donc c'est un matériau assez répandu. Là. Je vais donner un fil, donc simplement un fil de nichrome qui a une résistance de 72 ohms, qui a la dissipation thermique du fil. Faudrait peut-être que je vous donne la différence de potentiel à travers ce fil-là. Mon souvenir, c'était 12 volts. Je vais l'ajouter. Donc, tout à fait. Égal 12 volts. Si vous permettez juste de le vérifier dans ma tête. Là. Donc, V au carré 72 au carré 144 divisé par 72. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est 12 volts. Ok, je fais une petite pause, une seconde. Je vais vérifier ça, puis je vous reviens en une seconde. Oui, ben, c'était 120 volts, désolé. Donc, la dissipation thermique du fil, donc tout simplement, ici, on donne la résistance puis le delta V. Résistance, delta V, donc c'est vraiment celui-là ici qui va être le plus intéressant. Pourquoi j'ai pas mis de delta? On va rajouter le delta. Donc, delta V au carré sur R. That's it. On va rajouter le delta ici. Donc voilà, 200 watts pour notre fil. La question, c'est si on coupe le fil en deux parties égales, qu'on applique la même différence de potentiel, quelle sera la dissipation thermique de ces deux parties? Finalement, est-ce que c'est plus efficace en termes de dissipation thermique de prendre un long fil ou de le couper en deux et d'appliquer la même différence de potentiel? Donc 120 volts, on a ça sur notre courant à la maison. Donc c'est un peu le problème du grille-pain. Est-ce que c'est mieux pour faire chauffer notre toast? Est-ce que c'est mieux de prendre un fil puis l'enrouler ou de prendre plusieurs fils? C'est la question. Puis on prend la même longueur de fil. Fait que ça coûte pas plus cher un l'autre. Donc je coupe le fil en deux. Fait que finalement, si je coupe le fil en deux, j'ai la résistance d'un fil qui est donnée par sa longueur divisée par sa surface. Donc si je coupe la longueur en deux, ben, je vais couper la résistance en deux. Donc ma résistance 2 va être égale à 1 divisé par 2, donc 36 ohms. Donc si je calcule, c'est quoi la puissance que je vais avoir pour un des deux petits bouts de fil, ben, avec une résistance de 36 ohms, ben, j'ai 400 watts pour une partie de mon fil. Ben, par contre, j'ai deux fils. Fait qu'en ayant deux fils, ben, je fais x2. Donc finalement, au départ, j'avais 200 watts. Donc j'avais 200 joules par seconde transférés dans ma toast à chaque seconde. Tandis que là, j'ai 800 joules par seconde transférés dans ma toast. Celle-là va griller 4 fois plus rapidement. Si c'est un calorifère, il va chauffer ma pièce 4 fois plus rapidement. Et pour la même quantité d'énergie, ben, de différence de potentiel, c'est sûr qu'on va gaspiller plus d'énergie, avoir plus de courant à fournir ici, donc ça va coûter plus cher d'électricité ultimement. Il n'y a pas d'énergie gratuite. Là. Donc il va y avoir plus de courant dans deux branches ici, mais il va quand même avoir quelque chose de pas mal plus efficace. Là. Donc en termes de temps, on va pouvoir s'en servir 4 fois moins longtemps. Fait qu'au bout de la ligne, ça va coûter le même prix, là, mais ça va coûter plus cher pendant le moment qu'on l'utilise. C'était ça que je voulais dire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter pas mal là-dessus. Un petit peu de blabla à la fin pour parler des conducteurs, semi-conducteurs et supraconducteurs. Le premier graphique ici, ça parle des métaux, là, donc n'importe quel conducteur assez standard qu'on a fait.
Donc, il faut que la résistivité va augmenter avec la température. Donc, plus on va avoir quelque chose qui va être chaud, plus les électrons vont s'exciter, plus on va avoir quelque chose qui va avoir de la facilité. En fait, excusez, c'est la résistivité ici, là. La résistivité va diminuer. Donc, à mesure qu'on va avoir plus d'électrons qui va... Bon, ça, la résistivité va diminuer en fonction. C'est pas le nombre d'électrons, c'est juste qu'il y a plus d'action dans le métaux. Fait que les électrons ont un peu plus de difficulté à se frayer un chemin. C'est comme traverser une classe avec tout le monde assis ou tout le monde qui bouge en même temps. C'est plus difficile à circuler, là. Donc, la résistivité augmente avec la température. À mesure que je descends, ben, la résistivité va un petit peu descendre. Un semi-conducteur, c'est un petit peu plus étrange. Donc, semi-conducteurs, les métalloïdes, là, ils vont avoir des réactions un petit peu aléatoires en fonction de ce qu'on va leur donner, là. Puis, leur influence avec la température, moi, j'y ferais bien attention, là. C'est pas là que ça va être les facteurs déterminants, là. Mais c'est tout ce qui est processeur en fait en semi-conducteur, là. C'est pas, on essaie qu'il n'y ait pas trop d'influence de la température sur notre processeur, là. Sinon, ça peut être quelque chose qui peut être assez dommageable, sauf qu'on essaie de le refroidir pour pas qu'il change trop de température. Mais on voit que la résistivité peut diminuer avec la température, là. Donc, en gros, si ça serait bon de le faire chauffer, j'ai la misère à croire ça, là. Donc, j'aime mieux pas trop insister là-dessus, là. Le supraconducteur, c'est là que ça devient intéressant. À mesure qu'on va baisser la température, donc ça va se considérer un petit peu comme notre métal, sauf que rendu à une certaine limite, ce qu'on appelle la température critique, qu'on a appelée TC ici, la résistivité de notre objet tombe carrément à zéro. Donc ça devient un conducteur parfait, ce qui est absolument génial, là. Donc, c'est quelque chose qui peut conduire l'électricité à tout jamais, là. Si tu avais une bobine supraconductrice, tu mets une différence de potentiel, ça crée un courant d'1 ampère, ben revient dans 15 ans, il va y avoir encore 1 ampère dans ta bobine. Le seul problème pour l'instant, c'est que les supraconducteurs qu'on connaît doivent être refroidis très très froid, donc on parle de moins 60, moins 80 degrés Celsius, ce qui est plus ou moins applicable dans notre monde réel. Donc, c'est sûr qu'on découvre des supraconducteurs à chaque année qui sont de plus en plus chauds, mais ça reste des choses qui doivent être refroidies de façon assez extrême. Vous avez probablement déjà vu des vidéos sur YouTube de gens qui ont des espèces de petites rondelles métalliques là, qui font flotter sur des disques, là, mais tu vois que la rondelle elle sort de l'azote liquide là, pour être extrêmement refroidie, donc à boucan. C'est ça qui se passe, là. C'est des trucs qui ont été hyper refroidis pour maintenir le courant électrique là-dedans. Soit dans la petite rondelle ou dans la plaque qui est en dessous là, pour garder toujours le courant là-dedans. Puis souvent, le truc qui a été refroidi aussi, c'est un aimant ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, ou un électroaimant. Donc, voilà pour les supraconducteurs, qui est un domaine, selon moi, d'avenir assez intéressant, mais qui n'est pas encore au point pour être appliqué aujourd'hui. Donc voilà, pas le pire chapitre de la session. Je vous invite à le pratiquer quand même le plus tôt possible. S'il y en a qui ont besoin de se reprendre pour leur deuxième examen, ben je vous suggère de vous donner la claque dans ce chapitre-là. C'est pas très très lourd mathématiquement, c'est pas très très compliqué au niveau aussi des concepts. Il y a beaucoup de choses qu'on a déjà vues au secondaire. Donc faites vos exercices, ça devrait être quand même pas mal plus rapide que les précédents. Et là-dessus, je vous souhaite une belle semaine. On se revoit bientôt.